Quand le monde réel nous rattrape, moi je paye des impôts depuis que j'ai 19 ans. Quand on quitte l'école, on se rend compte de l'utilité de l'école. Surtout quand on paye. Il y a des cours où j'écoutais pas un mot de ce que disait le prof. Ce que j'avais en face de moi, je l'aurais plus jamais. Tu la trouves belle, cette génération? Là, ta génération avec laquelle tu travailles, pour laquelle tu travailles. Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Avant de parler de ce que ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Notre invité du jour est le plus jeune de tous mes invités. Il a 21 ans. Il est entrepreneur depuis le plus jeune âge. On le voit très régulièrement sur des plateaux de télé ou dans des radios. Il n'a pas fait d'études et pourtant, c'est un passionné d'éducation. Pour lui, l'importance de la recherche de la connaissance est indispensable. Et avec lui, nous allons parler de la transmission de celui qui reçoit, mais également de celui qui transmet. Il s'appelle Jules Simeon Brochery. Hier, ce que tu m'as dit, moi, c'est ce que j'ai adoré. Et pour une personne qui ne te connaît pas, même si tu as été médiatisé, tu vas souvent sur les plateaux, etc. Mais moi, la punchline que j'ai en tête te concernant, c'est je ne suis pas du système scolaire, en tout cas. J'aime pas ça. Mais pour autant, j'ai 2-3 mentors, et on va en parler, qui m'ont un peu aiguillé. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ton cheval de bataille depuis quelques années maintenant. Tu peux nous expliquer un peu juste d'où tu viens, qui es-tu en quelques lignes? Donc je m'appelle Jules, je suis donc entrepreneur aujourd'hui et j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine. J'ai grandi dans les Hauts-de-Seine avec des parents divorcés, beaucoup de frères et une sœur. Donc j'ai grandi avec un collectif. J'ai grandi aussi dans le rugby parce que mon père en faisait, donc il nous a transmis un peu cet amour du sport. Et c'est pas anodin parce que c'est un sport qui transmet beaucoup de valeurs de partage, de réussite avec le collectif. C'est pas un sport du tout individuel. Donc du coup, très tôt, j'ai compris que si je voulais atteindre un objectif, je pense, et si je voulais masteriser un projet, mais tu vois, ça peut être un projet sportif comme un projet familial, comme un projet entrepreneurial, ça passait par en fait un bon collectif qui allait travailler ensemble et qui allait juste avoir une seule motivation, c'est la réussite du collectif, du groupe, et pas de l'individuel. Et donc voilà, j'ai grandi avec une grande famille, avec des valeurs sportives très fortes. Et forcément, je suis allé à l'école, comme tout le monde. Et même si ma famille, je pense, s'en est pas vraiment rendu compte parce que j'ai toujours aimé jouer avec la limite, tout en sortant pas parce que je voulais pas manquer de respect à mes profs, que je faisais des conneries globalement, mais voilà, pas méchantes. Et qu'une fois que je voyais que ça allait trop loin, je m'arrêtais. Mais pourquoi j'en faisais? Parce qu'il se trouve que le système scolaire, je pense que je peux embrayer là-dessus, m'a pas vraiment plu. Bon, comme un tas de gens, c'est un système qui est tellement structuré, tellement normé que, comme on est des humains très différents tous, on colle pas forcément avec ce système-là. Et moi, je faisais partie de ces gens-là qui avaient du mal à comprendre pourquoi il y avait qu'un chemin, pourquoi il y avait qu'une voie et pourquoi lorsqu'on en sortait, parce que souvent les écoles traditionnelles n'apprécient pas ceux qui sortent, qui sortent du chemin, qui font une sortie de route, ne m'acceptaient pas en quelque sorte et ne comprenaient pas ce que ça signifiait. J'allais lire des journaux sur l'économie si j'étais en cours d'économie, parce que je trouve que les programmes d'économie de 2012, alors qu'on était en 2019, m'intéressaient peu, alors que l'actualité à l'époque, je ne sais plus laquelle c'était, mais m'intéressait plus. Donc je faisais ça. J'ai commencé donc à me rendre compte un peu de ce décalage qu'il y avait entre le monde qu'on nous enseignait et le monde tel qu'il était vraiment. Et ça m'a un peu troublé et frustré. Et donc je challengeais les profs volontairement mais gentiment. Et je faisais plein de constats en fait perso sur l'école qui ne m'allait pas. Moi, j'étais pas du tout artiste quand j'étais jeune, j'avais pas ça en moi. Mais je voyais des potes dans ma classe qui eux préféraient le dessin et avaient des systèmes de compréhension beaucoup plus lents, beaucoup plus artistiques, beaucoup plus interprétés.
et qui, pareil, en fait, étaient frustrés par le système. Je voyais d'autres amis qui étaient beaucoup plus littéraires, qui du coup avaient du mal à suivre des cours de maths ou de chimie, mais on les obligeait à être là-dedans. Et donc tout ça a fait que j'ai généré quelques frustrations sur le système scolaire très tôt, mais je suis resté dedans parce que c'est comme quand tu es dans une entreprise et qu'on te donne des tâches à faire qui ne sont pas forcément celles que tu aurais aimé faire. Tu en feras d'autres que tu aimeras plus et tu n'as pas de solution. Donc, pour rester, il faut comprendre là où tu es et essayer de trouver des réponses et de satisfaire ceux pour qui tu travailles. Donc moi, c'est pareil, je suis resté à l'école. Je me suis dit que voilà, c'était bien si j'arrivais à finir. Et puis qu'ensuite, je me poserais les vraies questions. Le Covid est arrivé en mars 2020. Et moi, en mars 2020, je vois des amis qui décrochent scolairement. J'entends dans la presse, en fait, ces amis-là, ils sont plus nombreux que ceux que je connaisse, puisqu'il y avait 10% des élèves qui décrochaient scolairement. Je crois qu'il y a un gros manque de suivi global de l'éducation nationale, dans le public, mais tout comme dans le privé d'ailleurs à ce moment-là. Et je me dis, c'est dingue, en fait, il n'y a pas de plateforme d'open data avec des tas de ressources scolaires, donc des fiches de cours qui appartiennent à des élèves, des dissertations qui appartiennent à des élèves, des exposés, des fiches métiers, enfin, tout un lot de ressources qui seraient réalisées par les élèves eux-mêmes. Comme ça ne dépend pas de la propriété intellectuelle, soit de l'EducNat, soit des profs, qui permettraient, et qui allaient permettre à ce moment-là, à ces jeunes-là, en fait, qui décrochaient, de réviser. Et donc, c'est le projet que je décide de monter. Donc, confinement, du coup, je suis comme tout le monde dans une chambre. J'ai dit, voilà, je vais monter un site, puis on verra ce que ça va donner. Donc, j'ai monté un site sur WordPress. Non, à l'époque, en plus, c'était Wix, parce que je ne savais pas monter. Je monte le site potentiellement un samedi entre 14 et 18 heures, quoi. Donc, je me renseigne sur YouTube, je regarde des petits tutos, j'appelle des potes. Je monte le site. Le soir, il était en ligne parce que j'avais acheté un nom de domaine. Enfin, ça coûte 4 € un nom de domaine. Enfin, c'est pas très cher. On peut se débrouiller, quoi. Et je me dis, en fait, maintenant que j'ai le site, il faut que je communique. Parce que j'ai envoyé le lien sur mon groupe de classe. Très bien, on est une trentaine. Potentiellement que je peux l'envoyer sur d'autres groupes de classe parce que j'ai d'autres copains. Mais à un moment, on va arriver à une limite. Donc, je crée un compte Instagram, rien de dingue. Et je communique sur le fait que voilà, il y a plein de jeunes qui souffrent, qui n'ont pas de ressources. Vous êtes tous chez vous. Vous avez tous rien à faire, globalement. À part jouer à des jeux vidéo, assister à 3 heures de cours par jour en visio et faire des recettes de cuisine, parce que c'était ce qu'on faisait tous à l'époque. Donc, partagez en fait vos fiches de cours. Et j'ai créé une grosse chaîne de solidarité comme ça, en contactant plein d'écoles qui ont été solidaires au projet, plein de jeunes qui voulaient devenir bénévoles et m'aider. Et comme ça, on a créé une grande chaîne de partage de fiches pendant le Covid. Et voilà, c'était, je sais pas, il y avait 35 000 fiches en un mois. C'est allé très loin. On a été médiatisé, comme tu le disais, donc ça nous a aidé à crédibiliser un peu notre action. Et c'était dingue de voir l'effet que ça faisait sur les jeunes qui en profitaient. Parce qu'il y avait des jeunes, parce que la ressource, souvent, elle est payante en ligne. Surtout quand le Covid est arrivé, toutes les plateformes d'e-learning se sont dit, c'est une manne pour nous, on va mettre nos ressources en payant. Et comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Donc, ils seront obligés d'acheter. Donc, nous, on était l'une des seules plateformes qui était gratuite. Donc, on a eu beaucoup de monde. Et les retours des lycéens qui en profitaient sur Instagram, tu vois, étaient dingues. On faisait aussi des lives d'orientation, parce qu'à l'époque, pas de visite d'école, pas de JPO, pas de salon d'orientation. Donc, tu pouvais ni parler à un conseil d'admission, ni visiter l'école, ni t'imaginer dans le quotidien d'un étudiant. Donc, j'avais aussi créé une chaîne de partage avec ceux qui étaient étudiants et qui étaient dans leur campus à ce moment-là, confinés. Et j'avais fait du coup un tas de lives pendant le confinement qui permettaient aux lycéens, grâce au live de l'étudiant, de visiter en fait le campus virtuellement. En gros, l'école ne m'a pas transmis, parce que j'ai vite arrêté l'école, donc ne m'a pas transmis des choses qu'ils auraient pu me transmettre. Mais moi, en fait, à mon tour, ou à ton tour, tu veux enfin donner accès à plein d'autres étudiants, la possibilité en fait d'être formés, pas forcément par le système classique, mais par un système un peu parallèle. C'est ça l'idée ? Voilà, potentiellement qu'à terme, il y aurait une démarche qui irait dans ce sens-là. En tout cas, je veux surtout permettre à des élèves qui sont dans des écoles. Il y a des écoles, c'est pas une surprise, qui sont moins bonnes que d'autres et qui donc n'ont accès qu'à cette ressource-là, d'avoir accès à d'autres ressources. Moi, sur notre app, sur notre site, on va avoir des jeunes qui vont venir d'Henri IV, des jeunes qui vont venir de moins bons lycées, mais il y a des jeunes d'Henri IV qui partagent des fiches. Donc en fait, si tu viens d'un moins bon lycée, mais que tu as envie d'apprendre, et que tu as envie d'apprendre à partir de ressources de prestige, quoi, de ressources
vraiment très qualitative, tu peux. Donc moi, le but, c'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que juste les sujets scolaires. On a des sujets sur les métiers, on a des sujets sur l'orientation. Et donc, c'est aussi leur permettre d'avoir une fiche métier qui a été rédigée par un ancien comptable qui t'explique le métier de comptable. C'est aussi de pouvoir parler à un étudiant qui a fait des études de médecine pour qu'il t'explique les études de médecine. Ce que c'est concrètement. Toi, tu ne sais pas ce que c'est que faire 10 ans de médecine. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre une première année de médecine. Là, mon idée, c'est que avant de te persuader que c'est fait pour toi, tu puisses savoir réellement ce que c'est. C'est quoi? T'aides les jeunes à s'orienter mieux? Ouais, voilà. Aujourd'hui, notre mission, c'est complètement ça. On aide les jeunes à avoir un point de contact dans les écoles pour qu'ils puissent discuter avec des étudiants, comprendre quel est leur quotidien et comprendre si ça leur convient. Et on aide aussi les jeunes à comprendre un peu ce monde de l'enseignement supérieur qui est très compliqué. C'est un monde qui est en pleine transformation parce qu'il y a une grosse demande. Donc, il y a plein d'écoles qui se créent. Il y a plein d'écoles qui existent depuis très longtemps aussi et qui sont spécialisées sur des thèmes. Et donc, on essaye de leur donner une vitrine neutre avec les écoles qui existent et celles qui leur conviendraient le mieux. En préparant ce moment, hier, tu me disais un truc que j'ai adoré. Tu me disais, il y a la transmission, c'est celui qui transmet, mais c'est aussi celui qui reçoit. Moi, je suis le pur produit de celui qui a reçu et qui, sans le fait d'avoir pu recevoir tout ce qu'il a reçu, n'aurait pas pu évoluer comme j'ai évolué. J'ai rencontré les gens parce que, un peu de médiatisation. J'étais hyper actif, donc j'étais étudiant en Espagne. Depuis l'Espagne, j'étais hyper actif. J'envoyais plein de messages sur Twitter à des gens qui postaient des contenus qui m'intéressaient. Je suis devenu hyper actif sur LinkedIn. Je postais pas tous les jours, mais je postais quasiment tout le temps sur des sujets qui me passionnaient. Et donc, je me connectais avec des gens sur les sujets éducation, start-up et tech. Et je leur parlais depuis l'Espagne. Et j'ai commencé à nouer des bonnes relations depuis cet endroit-là. Et le jour où j'ai vraiment voulu sauter le pas, j'ai recontacté ces gens-là. J'avais notamment fait une école, le Collège Citoyen, en étant élève en Espagne. Donc, une école, en gros, où on apprend à se préparer au monde économique, politique, public. Le collège, comment tu dis? Citoyen de France. Grâce à des gens, en fait, qui sont des actifs et qui ont des métiers qui sont ceux qu'on souhaite pratiquer, quoi. Donc, typiquement, il y avait des ministres qui nous donnaient cours, des économistes qui nous donnaient cours, des inspecteurs, des finances, enfin voilà, c'était super intéressant. Et j'ai réussi à accrocher des gens en visio grâce à ce collège-là. Et le jour où je me suis dit, en fait, OK, le projet, je tiens quelque chose, on a beaucoup de gens, on a un potentiel qui est assez fort. Ma vision, elle est pas reflétée par l'outil, parce que je suis limité en termes de moyens, je suis limité en termes de gens. Il faut que je puisse convaincre quelqu'un de me croire, quoi, et de me suivre sur les années à venir pour qu'on puisse mener à bien ce projet. Je les ai contactés, je leur ai dit, voilà, je vais quitter l'Espagne, est-ce que vous pouvez me suivre, est-ce que vous souhaitez continuer à m'aider? Et j'en ai justement quelques-uns qui m'ont tendu la main et qui ont en fait remplacé mes profs, parce que quelque part, j'avais plus cours, mais j'avais des séances d'apprentissage une fois par semaine, une fois par mois avec eux, qui étaient ultra riches. J'apprenais beaucoup sur la gestion d'une jeune structure, l'exécution que je devais avoir, le sérieux dont je devais faire preuve, parce que un très jeune dans l'écosystème startup, c'est rare, c'est pas très bien vu. Souvent, on préfère ceux qui sortent de grandes écoles ou qui ont déjà des expériences dans des banques ou dans des startups. Donc, voilà, je devais me préparer à ça. Et donc, ces gens-là, ils m'ont tout donné, quoi. Grâce à ce qu'ils m'ont transmis, ils m'ont permis de devenir la personne que je suis et qui, parfois, transmet aussi à d'autres quand j'en ai l'occasion et quand j'ai des jeunes qui croisent mon chemin. Mais c'est vrai que la transmission, pour moi, le fait d'en bénéficier, ça a été la plus grande chance de ma vie. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de manière un peu plus concrète d'une personne, par exemple, qui t'a vraiment transmis quelque chose, un mentor? Je sais que tu en as un ou deux forts qu'on évoquait. Une rencontre qui a été assez drôle parce que c'était un de mes profs Collège Citoyen. Donc nos profs, ils intervenaient parfois juste 1 heure dans l'année et puis après on les revoyait plus jamais. Parce que c'était des cours en fait sur des thèmes précis qui duraient 1 heure ou 2 ou 3, mais rarement c'était un cycle récurrent. Et donc ce prof-là, c'était Carlo Porasanta, qui était à l'époque président de Microsoft France, au moment où il nous donne cours. Et il nous donne cours sur les modèles économiques des plateformes digitales. Et il nous explique en fait pendant ce cours-là, donc on est 50, c'est une classe digitale, donc on peut pas parler, on peut pas lever la main, enfin c'est compliqué de s'exprimer
créer une relation à l'écran. Il nous donne un cours sur les modèles économiques des plateformes digitales et selon lui, le meilleur modèle, c'était le modèle freemium. Le modèle freemium, en gros, c'est on donne un service, on le rend accessible sur la plateforme. Une partie est gratuite et une partie est payante. On attire grâce à la partie gratuite et on est rémunéré grâce à la partie payante. Sauf que moi, dans mon cas, mon contenu vient de mes contributeurs. Les contributeurs sont aussi mes utilisateurs. Donc, je ne peux pas faire payer un utilisateur qui est potentiellement un contributeur. Donc, le modèle freemium, il est inimaginable. Et donc, à la fin du cours, parce qu'on n'avait pas le droit de... Enfin, c'était assez rapide comme moment, on ne pouvait pas poser 1000 questions. C'est quelqu'un d'occupé. Moi, je lui pose la question en sachant que c'est un tunnel compliqué parce qu'il n'y a pas de réponse. Moi, dans mon cas, je ne peux pas proposer le modèle freemium. Donc, ça veut dire quoi? Que je suis voué à l'échec. Forcément, il ne me répond pas oui. Puisqu'il est intelligent, il me répond écoute, je ne connais pas ton cas. Donc, il faudrait que je puisse comprendre ton cas pour t'expliquer. Mais c'est un modèle que je préfère au modèle full gratuit. Et enfin, ça, c'est parce que c'est quelqu'un d'incroyable. Il m'a écrit sur le Zoom et il m'a dit écoute, écris-moi ce mail-là. Et puis peut-être que je trouverai un moment pour qu'on discute et pour que je comprenne mieux ce que tu fais et que je te donne des conseils. Je lui ai écrit. Il se trouve qu'il m'a répondu que la semaine d'après, j'avais un appel avec lui. Et à la suite de cet appel, on s'est appelé quasiment toutes les semaines, tous les mois. Depuis, ça fait 2 ans et demi. Le jour où j'ai voulu lever des fonds, il est rentré dans ma levée de fonds. Il est venu en tant qu'investisseur. Après, il a quitté Microsoft. Il est dans une nouvelle aventure. Il habite en Italie. Mais tu vois, c'est la preuve que... on était 50 dans un cours. Il y a des gens qui étaient beaucoup plus qualifiés que moi, qui avaient des projets beaucoup plus intéressants. Donc, sur le papier, je n'étais pas le plus favorisé à m'exposer et à créer une relation avec lui. Mais j'ai été passionné par ce qu'il m'a dit. J'ai été frustré aussi par la réponse qu'il a apportée parce que pour moi, mon modèle était viable aussi. Et j'ai tenté ma chance. Et aujourd'hui, passer 2 heures, ne serait-ce que par mois, avec une personne comme Carlo, ça a tellement de valeur que c'est inestimable, quoi. Qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu te dis quand les gens te disent « Mais putain, vis les plus belles années de ta vie, t'as 20 piges, t'avais 18 ans quand t'as lancé le premier projet, là t'en as 21. » Toi, ça se sent en fait, au fond de toi, t'as un drive, t'as un moteur, t'as une mission. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens qui te disent « Non mais détends-toi un peu et profite et lâche les plateaux radio ou télé et va vivre quoi ». Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Et ma mère est la première personne à me le dire tous les jours. C'est compliqué d'avoir un discours trop offensif, trop incisif, parce que si j'avais pas vécu cette expérience-là, peut-être que j'aurais adoré profiter de ces années-là, qui sont pour le coup, je pense, oui, les meilleures années de nos vies, parce qu'on est dans un inconscient qu'on retrouve pas après. Quand le monde réel nous rattrape, moi je paye des impôts depuis que j'ai 19 ans, c'est beaucoup moins fun, quoi. Je suis conscient de tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai raté. Je paye des impôts depuis que j'ai 19 ans. Ça, c'est une punchline ou pas? Ouais, c'est cool. Merci à l'État français. Non, je suis content de contribuer, hein, mais c'est vrai que je pensais pas payer des impôts aussi jeune. Après, c'est comme tu l'as dit, j'ai un vrai drive, j'ai une motivation le matin quand je me lève. Déjà, je suis dans un monde de l'éducation qui est tellement amusant, tellement intéressant. On parle d'éduquer, de préparer les jeunes de demain au monde d'aujourd'hui, au monde de demain. On vit plein de transformations, on vit plein d'évolutions. Il y a beaucoup d'inégalités, donc tu peux pas te lever en te disant le travail est fait, le travail sera jamais fait, parce qu'une fois que tu auras fini de t'occuper d'une partie des gens dont tu t'occupes, tu auras probablement plus de gens en ouvrant une autre porte, et puis en visitant un autre pays, tu vas te rendre compte qu'en fait la situation est 10 fois plus dramatique que celle dans laquelle tu es toi. Donc c'est un monde incroyable parce qu'on peut pas se démotiver, c'est impossible. Et en même temps, c'est pas compliqué en fait d'apporter des réponses aux problèmes qui existent. Typiquement, le moment du décrochage, fallait juste que ces jeunes-là aient un support gratuit. On leur a donné un support gratuit, donc ils ont réussi à réviser. Pour ceux qui voulaient réviser. Après, c'est comme l'histoire de tout projet, tu peux proposer un outil, si les jeunes n'utilisent pas, tu peux rien y faire. Mais ouais, non, mais c'est juste le fait que ce monde éducatif est tellement à refaire, à refondre, à repenser, et puis a tellement de manque que tu ne peux pas te réveiller un matin sans être motivé. Je sais que
tu es proche de Valran, qui a créé le groupe Le Crayon et Le Pinceau et tout ça avec sa sœur, qui est un très beau groupe aujourd'hui média. Et les deux, vous êtes relativement jeunes et en même temps extrêmement drivés par une mission au quotidien. Ma question, c'est autant ce que fait Valran que toi aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui, d'après toi, la meilleure manière d'avoir un impact dans l'économie réelle. Je sais que tu es, entre guillemets, anti-système scolaire, ou en tout cas, c'est pas quelque chose par lequel tu es passé, et tu as fait ça quelque chose en parallèle. Ton action au quotidien, elle a beaucoup plus d'impact, d'après toi, que si tu étais, par exemple, en politique. Tu m'as parlé d'un ami qui est aujourd'hui dans un cabinet ministériel. Comment tu vois un peu ton action aujourd'hui ? Ouais, déjà, je tiens juste à préciser que lorsqu'on quitte le monde de la formation, on se rend compte aussi de la chance que c'est que d'avoir accès à des cours. Quand on quitte le monde de la formation, c'est-à-dire l'école ? Quand on quitte l'école, on se rend compte de l'utilité de l'école. Surtout quand on paye. On se dit, mais attends, je suis complètement con. Il y a des cours où j'écoutais pas un mot de ce que disait le prof, alors qu'en fait, ce que j'avais en face de moi, je l'aurais plus jamais en face de moi. Le fait que quelqu'un souhaite m'apprendre des choses sans rien en retour, ça n'arrive pas dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, je suis pas fermé à l'idée de réapprendre un jour, de retrouver un cursus dans une école qui puisse s'adapter à mon activité, à mon quotidien. Mais je suis pas fermé à ça. Donc je suis anti-système dans le sens où pour moi, le système scolaire primaire et secondaire est dépassé. Mais la formation, pour moi, est extrêmement utile. Et ouais, je pense, et je connais pas mal d'hommes politiques, j'ai des copains qui travaillent dans le monde politique, j'ai des copains qui travaillent dans le monde associatif. Je crois, honnêtement, après 4-5 ans d'expérience et après avoir vu quelques personnes, que l'impact le plus fort qu'on a, il est quand on a un impact sur l'économie. Mais quand tu commences à avoir un modèle économique, que tu commences à viser la rentabilité, que tu es rentable et voilà, que ta boîte fonctionne, tu dépends de personne. Donc si tu veux monter un projet, si tu veux lancer un nouveau produit, si tu veux attaquer une nouvelle verticale, tu es libre de le faire et tu toucheras les gens que tu veux toucher. Donc ton impact, il est énorme. Versus dans le monde associatif, si un jour, une subvention qu'on te donnait, on ne te la donne plus, ok, on doit arrêter un projet. Si une fondation qui te donnait qui faisait un don chaque année ne te la donne plus, pareil, on peut possiblement fermer l'assaut. Quand tu veux monter un projet rapide, avoir un impact rapide, l'entrepreneuriat te met pas de barrière. C'est-à-dire que, moi, tu vois, quand on était en plein Covid, à un moment, mon site a un peu mal fonctionné pendant une période, parce que j'ai eu un souci technique et donc j'ai dû l'arrêter pendant 2 mois. Je m'emmerdais. Du coup, je me suis dit, ok, on va monter un fonds de solidarité parce qu'il y avait des... Attends, je t'ai mâché le mot. Je me suis dit, ok, on va monter un fonds de solidarité parce qu'il y avait des étudiants qui galéraient, qui ne pouvaient pas acheter à bouffer, qui ne pouvaient plus se loger parce que plus d'emploi, des familles qui habitaient parfois hors de France. On ne pouvait plus repartir hors de France, donc c'était compliqué. Et en une semaine, j'avais monté un site web. En une semaine et demie, j'avais trouvé de l'argent à droite à gauche parce que j'avais des partenaires. Et le projet était concret. En 2 semaines, j'envoyais de l'argent à des jeunes, on faisait passer des candidats devant un comité. L'impact, c'était là. Alors que quand tu es en politique, tu dois te conformer au cadre dans lequel tu es, tu dois demander l'aval d'un supérieur, tu dois vérifier si c'est bien en ligne avec la politique que l'instance dans laquelle tu es ou l'institution, elle est correcte. Donc c'est plus compliqué. Moi, c'est vrai que le monde de l'entreprise pour ça est génial parce que quand tu te conformes aux régulations, toujours dans un cadre légal, et puis que tu fais les choses bien, tu as un impact qui est super rapide. S'il y a des personnes qui nous écoutent là et qui se disent ok, j'ai mon fils qui a entre 18 et 22 ans, qui est perdu, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Autant au père qu'à l'enfant, parce que c'est ton quotidien d'être avec des gens entre guillemets perdus / à réorienter, qui ont la dalle, un peu comme toi, qui a une envie d'eux, mais qui savent pas quoi faire. Qu'est-ce que tu leur dis ? Moi, j'étais perdu aussi quand j'étais au collège. Mes parents ne savaient pas quoi faire de moi. Mon école, pareil, se posait plein de questions. Donc, j'ai aussi vécu personnellement. Déjà, je pense que notre école a un vrai problème. C'est que son rôle n'est pas de trouver la vocation de l'élève qu'elle a en face d'elle. Son rôle, c'est de faire en sorte que l'élève se conforme au système dans lequel elle souhaite l'immiscer. Donc, il faut parler avec son enfant, il faut lui poser des questions, il faut lui demander si il préfère la musique au dessin, s'il préfère les métiers manuels aux métiers sédentaires dans un bureau, s'il aime bien travailler sur un ordinateur, s'il aime bien rédiger, ou alors s'il préfère
travailler à l'oral. Enfin, il faut lui poser plein de questions un peu bêtes et méchantes, mais qui vont nous permettre de comprendre mieux la personne qu'on a en face de nous. Et ensuite, il faut écouter en fait son enfant. Si votre enfant vous dit en fait je préfère des cours de musique aux cours de français, c'est que faut pas continuer à lui mettre des livres sur son bureau pour qu'il révise du français et qu'il soit le meilleur en français, parce que c'est pas grave déjà de pas être le meilleur en français si on n'aime pas ça. En revanche, c'est bien d'être bon en français ou moyen en français et d'être excellent dans le domaine auquel on se prédestine. Et il faut vraiment poser des questions et comprendre qui on a en face de nous. Moi, je trouve déjà que nos parents ne le font pas, ce travail. Ils veulent nous conformer, ils veulent nous mettre dans le système et faire en sorte qu'on colle aux cases. Et ce n'est pas l'école qui le fera avant les parents. Donc, il faut essayer de comprendre tout ça. Et puis après, il faut donner un cadre à vos enfants hors école. Un jour, l'école évoluera, mais elle évolue lentement, mais qui leur permettent de se préparer au monde de demain. Même s'il y a des pratiques qu'ils ne vont pas apprécier, il faut le faire et il faut y passer. Parce que le monde de demain, typiquement, c'est un monde où il faut savoir parler aux gens, il faut savoir être sociable, il faut savoir demander un conseil, il faut savoir demander un service, il faut savoir proposer son aide. Mais ça, on ne l'apprend pas, parce qu'on nous apprend plutôt à ne pas parler, à rester silencieux, à rédiger beaucoup, à capter de l'information, à capter de la connaissance, sans apprendre à extérioriser. Toi, est-ce que tu as un rêve ou une ambition de, je sais pas, de créer une grande alternative ou une grande école qui serait une alternative, de faire de la politique, ça n'a pas l'air, mais peut-être. Enfin, est-ce que tu as un rêve justement un peu comme ça, long-termiste? Ouais, moi je rêverais de monter une école plutôt primaire et secondaire. Supérieure, c'est un monde différent, mais qui permettent justement de se concentrer sur ce qu'est l'élève qu'on a en face de nous, sur sa vocation, sur ce qu'il doit faire pour trouver déjà son bonheur et pour avoir un rôle et une utilité dans la société. Parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que lorsqu'on souhaite que les élèves qu'on a en face de nous aillent vers un chemin qui est celui qu'on souhaite pour eux et pas celui qu'ils souhaitent pour eux-mêmes, on va aussi créer une fracture dans la société avec des gens qui vont pas être contents de leur job, qui vont pas être contents de ce qu'ils font, et donc qui vont pas être productifs, qui vont pas aimer aller au boulot, qui vont créer des problèmes dans leur entreprise ou dans la structure dans laquelle ils seront. Donc on n'a pas, nous, intérêt en fait à continuer à entretenir ce truc-là. Ça peut aussi passer par un rôle politique demain, tu vois, si on me le propose. Dans l'histoire, les gens qui viennent du monde de l'entreprise et de la société civile n'ont pas été très bons en politique, n'ont pas vraiment marqué leur passage. Peut-être parce qu'ils étaient frustrés du système, peut-être parce qu'en fait c'était trop compliqué pour eux de se conformer. C'est pas le même rythme, je pense. Donc, faut pas non plus fantasmer sur le fait que nous, qui venons du monde de l'entreprise, avec notre capacité d'exécution, d'idéation, on va arriver en politique et on va tout changer. C'est faux, parce qu'il y a beaucoup de talent dans le monde politique. Mais typiquement, si demain on me le propose, que je suis pas soumis à des règles qui seront pas les miennes, tout ce qui en fait ferait avancer le monde éducatif et le ferait évoluer, je peux pas le refuser. En fait, c'est comme tu as dit, c'est une sorte de mission. Qu'est-ce que tu valorises le plus aujourd'hui dans ta mission justement? C'est quoi la valeur focus? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est pas du tout la liberté, parce que la liberté, en fait, j'en ai aucune. J'en ai beaucoup sur mes projets, mais en tant qu'humain, t'en as plus quand t'es dans une entreprise et que... Mais c'est ta boîte, c'est ton projet. C'est ta boîte, mais moi, du coup, je suis dépendant de mes salariés, je suis dépendant de mes investisseurs, je suis dépendant du capital que j'ai, je suis dépendant de mes partenaires, je suis dépendant de mes clients. Donc, en fait, ma vie, c'est rendre des comptes. Je crée des projets et les produits que j'imagine, je les propose à la cible, à l'audience à laquelle je veux les proposer. Ça, c'est génial. J'ai une liberté de création qui est immense. Pour ça, j'en parle peut-être avec ce ton-là parce que je suis pas passé par le monde de l'entreprise. Mais je considère aussi que l'entrepreneur n'est pas vraiment très libre humainement parce que justement, il dépend de beaucoup de choses. C'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent justement pour être libres. Et l'argent que tu gagnes te permet une certaine liberté où quand tu entreprends, tu crées un peu la vie que tu veux avoir en travaillant avec certaines personnes, en refusant de travailler avec d'autres personnes, certains projets, etc. Pour ça, c'est vrai que tu es libre dans l'exécution de ta boîte, dans l'exécution de ton travail est un travail libre.
mais je suis pas une personne libre. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est courant, hein, de toute façon, cette question revient souvent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui considèrent que les investisseurs, on leur doit rien, on ne doit pas leur rendre de compte. Si on est là, c'est parce qu'ils ont cru en nous, mais que c'est dans leur intérêt de croire en nous. Moi, je considère l'inverse. Je considère vraiment que je dois leur rendre des comptes, que je suis dépendant d'eux, et que si je suis là où j'en suis, c'est grâce à eux. Donc, j'ai un peu le raisonnement inverse. Après, c'est vrai que j'ai une liberté immense en termes de projet. Si demain, je veux complètement pivoter, changer la strate de la boîte, je le fais. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est une question du changement de paradigme dans lequel on est en train de basculer. Alors, on peut parler d'IA, on peut parler d'Internet, on peut parler de LinkedIn, on peut parler de tout ça. En gros, nos parents qui restaient 30 ou 40 ans dans la même boîte et qui étaient très contents de ce schéma un peu linéaire, mais qui marchait assez bien à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, de moins en moins, on est sur ce schéma et on va de plus en plus vers autre chose, à savoir des parcours moins linéaires. Tu drops l'école à 18 ans, t'entreprends, il se passe un Covid, tu crées un site internet, ça explose, ça ferme 2 mois et ça repart. À 19 ans, tu payes des impôts. Tout ce que tu viens de nous raconter. Est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer un peu aux adultes, on va dire, qui nous regardent, aux personnes qui ont 40, 50 ans, qui ne sont pas dans notre paradigme, c'est quoi ce nouveau paradigme dans lequel on rentre et dans lequel on est, toi et moi? C'est pas simple comme sujet. Déjà, je pense que beaucoup de gens se sont questionnés et se questionnent sur le sens, mais on en a déjà parlé ensemble, mais se questionnent sur le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font. Et lorsque, en fait, leur rôle n'est pas celui qu'ils souhaitent avoir, ils ont plus peur de changer de job, parce qu'en fait, quand ils le justifient auprès de la société, hein, auprès de leurs proches, auprès de leur cercle d'amis, c'est recevable de dire bah moi j'ai tout arrêté parce que je suis plus en phase avec ce que je fais, je me réveille plus pareil le matin, je considère pas que mon rôle c'est de faire ce que je faisais. C'est mieux accepté déjà, donc le changement est plus facile. Il y a aussi ce truc de si dans cette boîte-là, même si je suis arrivé tôt, je vois pas comment je peux monter rapidement, je peux aussi changer, aller faire quelque chose d'autre, peut-être qui me plaira plus pour voir si je peux monter plus facilement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis après, il y a, au-delà des parcours dans les grandes boîtes, il y a aussi beaucoup de gens qui sont devenus indépendants, grâce au Covid notamment, qui reviennent à des métiers beaucoup plus, traditionnels, qui cherchent pas les gros multiples, les grosses marges, tu vois, et qui du coup se mettent dans des métiers qui assurent, qui sont solides et qui leur plaisent plus. Et donc, ça leur convient mieux. Et voilà, je pense qu'on arrive vers ça. En fait, tout est une question de sens. Je trouve que la quête de sens, je pense que la quête de sens, après j'ai 21 ans, je ne vivais pas à l'époque de mes grands-parents et de mes parents, mais pour leur en parler, la quête de sens, elle est au centre de la psychologie qu'ils entretiennent avec leur quotidien, quoi. Tu la trouves belle, cette génération? Ta génération avec laquelle tu travailles, pour laquelle tu travailles, que tu fréquentes au quotidien? La génération dans laquelle je suis au global, elle est compliquée à cerner parce que notre génération, et on le voit sociétalement, elle est polarisée. Mais tu sais, on a créé, je pense aussi un peu à cause des bulles algorithmiques sur les réseaux sociaux, on a créé à chaque fois 2 camps qu'on souhaite opposer, qui s'opposent en tout cas. Des pros, un truc, versus les anti. Donc c'est une génération qui, déjà, de toute façon, elle est engagée. Donc ça, c'est appréciable de voir que c'est une génération engagée sur plein de sujets. Personne n'est sans sens, personne n'est sans engagement. Tout le monde a un point de vue. Donc c'est intéressant de voir que tout le monde s'intéresse au monde dans lequel on est et partage un point de vue. Mais la génération globale dans laquelle on est, les 20, 25, 30 ans, sont passionnants et je pense que pour le coup, ma génération va changer le monde, je pense. Magnifique. Non, j'ai envie de te poser une dernière question, parce que ta génération va changer le monde, j'adore. Est-ce que tu es optimiste avec notre génération et avec la société actuelle et à venir? Plutôt. J'ai une frayeur qui est qu'il y a une partie de notre génération qui a un besoin d'annulation de certains faits d'histoire, de fermer des livres qui s'écrivent depuis des centaines d'années,
qui ont besoin de tourner la page sur des moments de l'histoire qui sont extrêmement importants, parce que soit pour cette partie de la génération, il y a eu des exactions, il y a eu des périodes dans lesquelles se sont produits des grands drames, et donc on ne peut pas les interpréter, on ne peut pas chercher à les comprendre, il faut juste les annuler et faites mettre à la poubelle ces moments-là. Et tout ça passe par donc essayer de mettre en danger certaines institutions, essayer de créer le chaos dans certains systèmes, dans certaines structures. Et ça, c'est dangereux, parce que c'est pas en créant le chaos qu'on va arriver à nos fins. C'est pas en voulant déboulonner une statue, on va tourner une page sur l'histoire qui est notre histoire. C'est pas en souhaitant couper la tête des riches qu'en fait, il y aura plus de redistribution et que le système sera plus sain et plus vertueux. C'est en essayant de réguler, c'est en essayant de faire en sorte que les gens se parlent. Il y a un gros problème, c'est que les gens ne se parlent pas, en fait. Tout est polarisé, on ne veut pas parler à l'autre, on est sûr qu'on a raison et on ne souhaite pas entendre ce que l'autre a à dire. Donc, moi, personnellement, je parle avec des anticapitalistes, je parle avec des communistes. Je ne suis pas communiste, je ne suis pas anticapitaliste, mais je trouve ils ont des propos intéressants, ils ont des propos qui tirent d'expériences personnelles, qui tirent d'expériences qu'ils ont réfléchi, que moi, je n'ai pas du tout pensé, parce qu'à chacun aussi ses sujets. Il faut chercher à comprendre, en fait, des moments de l'histoire, il faut chercher à comprendre des réactions, il faut chercher à comprendre pourquoi certains commettent ce qu'ils commettent, exercent ce qu'ils exercent. Ta génération va changer le monde. La raison essentielle pour laquelle tu penses ça, c'est quoi ? Quand tu crées un projet parce qu'il y a un problème sociétal devant toi et pas parce qu'il y a une manne financière ou pas parce que tu as trouvé un modèle économique intéressant, je ne dis pas que tout le monde est dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de gens en tout cas qui réfléchissent à l'adéquation entre le modèle économique et le besoin sociétal. Et pour ça, je pense qu'on va avoir un gros impact. Changer le monde, personne ne va changer le monde. On peut apporter des briques qui vont lui permettre d'évoluer, mais c'est surtout pour expliquer que en tout cas, tout le monde a à cœur, je pense, de construire un monde meilleur. Merci Jules. De rien.